Nous sommes de retour ici au Musée de l'Homme dans le cadre de la fête du sport. Merci infiniment d'être ici présente pour échanger et surtout assister à cette seconde table ronde qui a pour thème, qui a pour sujet la quête de la performance chez l'humain et dans le sport de haut niveau. Nous allons parler de dépassement de soi, de la tyrannie des records. Vous avez également parlé de performance de l'extrême et enfin du sport spectacle. Et pour parler de tous ces sujets, nous avons des invités d'exception comme la première table ronde. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Guillaume Artus, ultra trailer. Bonjour. Bonjour Guillaume. Guillaume est recordman de la Via Alpina en 2019. Il a pulvérisé ce record avec cette traversée des Alpes de la Slovénie à Monaco, 2650 mètres pour 70 000 mètres de dénivelé positif. Kilomètres, 2600 km. Kilomètres, pardon, Ouais. kilomètres, j'ai dit mètres, oh là là, Ouais. oui, parce qu'effectivement 2650 mètres, c'est pas beaucoup. C'était un peu juste. Pardon, toutes mes excuses Guillaume, on reviendra sur toutes vos courses, des courses de l'extrême. Nous accueillons également Audrey Prieto, championne du monde de lutte en 2007, sélectionnée olympique en 2008, ambassadrice pour la région Île-de-France. On reviendra effectivement sur tous ces faits d'armes. Nous accueillons également la numéro 1 mondiale de lutte, Kumba Larocque, vice-champion du monde de lutte en 2018, championne d'Europe pour les moins de 60 kilos et 2 fois championne du monde en moins de 23 ans. Nous retrouvons également Sébastien Foucras, skieur acrobatique français, vice-champion olympique aux Jeux de Nagano en 98, un globe de cristal si je ne m'abuse, 7 victoires en Coupe du Monde et également président du programme des étoiles du sport, un programme de transmission entre champions et espoirs. On y reviendra également avec Sébastien Foucras sur vos applaudissements s'il vous plaît. Maxime Grousset, nageur sélectionné olympique à Tokyo, champion d'Europe de natation du relais mixte 4x100 mètres en 2018, champion de France du 4x100 mètres en nage libre et vice-champion du monde junior en 2017 sur 50 mètres nage libre. Bonjour Maxime. On accueille celui que l'on appelle le virtuose. C'est un boxeur. Il s'agit de Soufiane Oumia, vice-champion olympique en 2016 à Rio, champion du monde poids léger en 2017, en 2021 également, et médaillé d'argent aux Jeux européens en 2015 et 2019. Bonjour Soufiane. Tiffany Huot-Marchand qui dans quelques jours va participer aux mondiaux, on y reviendra, mais avant ça on va parler bien sûr de son palmarès, patineuse de vitesse, vice-championne du monde en patinage de vitesse sur piste courte relais, vice-championne d'Europe sur 3000 mètres en relais féminin. Bonjour Tiffany et merci d'être à nos côtés. Et notre expert, docteur en psychologie, Makis Chamaladis, merci infiniment d'être à nos côtés. On a un plateau d'exception avec des athlètes d'exception et également notre expert qui nous accompagnera et qui commentera et analysera un petit peu l'ensemble de nos échanges pour ce sujet, la quête de la performance chez l'humain et dans le sport de haut niveau. On va passer à la première question. La pratique de votre sport était-elle justement à la base une véritable vocation? Comment vous est venue cette vocation et à quel moment avez-vous décidé d'accepter le challenge de la performance? Je commence avec vous, Guillaume, puisque vous, justement, Guillaume, à la base, vous n'étiez absolument pas coureur, vous n'étiez absolument pas ultra trailer, vous étiez nageur et vous aviez un niveau régional, hein, et on vous imaginait absolument pas participer, je le disais, à ce record exceptionnel qui est celui de la Via Alpina en 2019, au Marathon des Sables qui s'élance d'ailleurs aujourd'hui, à la Barclay qui est l'une des courses les plus rapides et surtout extrêmes au monde, pas rapides mais surtout les plus extrêmes. Racontez-nous un petit peu si, voilà, comment est née cette vocation, si c'était une vocation et comment est née justement cette envie de vous dépasser. Bonjour à tous. C'était un petit peu par hasard. J'étais nageur vraiment mauvais, hein, pas des niveaux... j'aurais jamais pu mettre les pieds à l'INSEP avec la natation. Non, par contre, en fait, j'avais plus de natation, je devais partir pour mes études. Et puis j'ai découvert la course à pied. Je suis parti courir parce que j'étais énervé. Et ce jour-là, j'ai couru un semi-marathon. Et puis, de fil en aiguille, c'est vraiment augmenté en termes de distance. Et puis, je me suis spécialisé dans les courses au-dessus de 3 jours. Voilà, je commence à être compétitif à partir de plus de 72 heures et 500 km, grosso modo. Et c'est vraiment par hasard. Voilà, j'ai été énervé, je suis parti courir et puis je me suis pas arrêté, quoi. Sur un moment de vie assez particulier. Pourquoi s'être spécialisé justement dans ces ultra trails, ces courses de l'extrême, hein, parce que là on est effectivement sur des formats de 1650 km, marathon des sables, plus de 230 km en plein marathon, en plein désert marocain. Pourquoi cette volonté d'aller J'aime bien voir du paysage. Ok. C'est pas une vanne, hein. En fait, la performance derrière, pour moi, c'était plus un moyen que la finalité. À
après avoir des records, éclater un truc de 2 semaines, c'est cool. Oui. Mais en vrai, pouvoir découvrir des levées de soleil et courir avec les chamois, c'est quand même vachement mieux. Le truc de 2 semaines, c'est la Via Alpina, c'était l'objectif de pulvériser le record de 14 voilà, jours, c'est ça après les records, c'est sympa, ça fait aussi vendre du papier, etc. Ça fait Et pour puis être autres, mais en vrai, l'intérêt, c'était pouvoir de découvrir les Alpes. Et puis le record permettait également de le rentrer en une seule saison, puisque en fait, sinon, il y a la glace, et donc en fait, tu peux pas passer à pied. Donc il y a un moment où le record et la performance te permet en fait de réaliser quelque chose qui n'était pas forcément faisable avant. Ok. Audrey, vous avez grandi et vous avez été surtout formé au club de lutte de Clermont-Ferrand. C'est là que tout a commencé. Est-ce que justement c'était une vocation au départ? Alors, j'ai pas eu trop le choix en fait. D'accord. Parce que mon papa était lutteur en équipe de France. Il était entraîneur donc de l'ASM. Il a fait toute sa vie pour l'ASM lutte. Et donc, il n'y avait pas de nounou. Et j'ai été sur le tapis à partir de... Mes premiers pas ont été... premiers 4 pattes sur un tapis de lutte. Mes premiers pas sur un tapis de lutte. Et puis la nounou, c'était le tapis. Donc voilà, je suivais mon papa partout. J'étais avec lui partout. Et donc, c'était une vocation, je pense, naturelle. D'accord. Innée. Je n'ai pas eu trop le choix, mais j'ai accroché. Il n'y avait pas de problème. Avec à la clé ce titre de champion du monde en 2007, on y reviendra. Sébastien, vous, votre enfance, vous l'avez passée en région parisienne, vous êtes gymnaste et à l'occasion d'un stage d'été à la montagne. Là, vous découvrez ce qui va être votre future discipline et ce qui va faire votre vie d'athlète de haut niveau, c'est cela? Exactement, c'est bien résumé. Donc le hasard total. Dans le parcours d'une vie, il y a des perches qui se tendent, il faut juste savoir les saisir. Moi, je l'ai saisi, effectivement, je suis né à Paris, j'étais gymnaste de formation. Découvert le ski pas très loin de Clermont-Ferrand, puisque dans le Cantal, au Super-Luran, puisque j'allais voir ma grand-mère qui habitait Aurillac. Et donc, fan de ski, je suis parti faire du ski d'été. Et à l'issue de la fermeture des glaciers, en faisant un footing autour du lac, j'ai découvert les rampes de ski acrobatique, il y avait un trampoline, et ils ont détecté l'acrobate qui était en moi. Ils m'ont fait essayer. Et au bout de 15 jours, ils ont appelé l'entraîneur de l'équipe de France en disant qu'ils avaient vu un jeune qui avait des qualités. Vous aviez quel âge à cette époque-là 16 ans. 16 ans, d'accord. Donc relativement, finalement, vous l'avez découvert tardivement, votre discipline? Alors oui et non, parce que cette discipline est composée un peu de ski et beaucoup d'acrobatie. D'accord. Et j'avais finalement la double formation pour après aller assez vite. Et sans se rendre compte qu'effectivement, votre base de gymnaste, en fait, vous a été utile pour la suite. Oui, parce qu'en gymnastique, alors de mon temps, c'était beaucoup les 6 agrès, il y avait moins de spécialités qu'on retrouve aujourd'hui. Et j'étais très bien sur de l'acrobatie pure. Donc au sol, à la barre fixe, en sortie d'engin, j'étais plutôt bien. Et donc je me suis retrouvé dans mon élément tout de suite. Maxime, vous quittez Nouméa à l'âge de 16 ans, à plus de 16 000 km de votre famille. Vous arrivez à Amiens, puis après à l'INSEP. C'était une véritable vocation, la natation, pour vous? Oui et non. En fait, mes parents, ils voulaient que j'apprenne à nager parce que je viens d'une île en Nouvelle-Calédonie. Et là-bas, c'est pas mal de savoir nager. Oui. Et petit à petit, je commençais à battre mes copains et voilà, j'ai commencé à aimer cette discipline. Ok, le petit à petit, c'est quoi? C'est un entraîneur qui vient vous dire toi, tu as un sacré niveau, tu vas peut-être essayer de te lancer dans la discipline. À quel moment on se rend compte qu'on est capable d'épouser le challenge de la performance? Je me le suis dit tout seul, avec l'aide de mes proches aussi, avec mon père aussi qui m'a bien poussé. D'accord. Et je me suis dit, il faut que je parte, il faut que j'aille affronter plus fort que moi, il faut que j'aille ailleurs. Donc du coup, je suis venu en métropole. D'accord, très bien. Sofiane, alors vous, c'est aussi, si je ne m'abuse, peut-être que je dis des bêtises, mais une affaire de famille, puisque votre papa était boxeur. Non, pas du tout. Ah, voilà, c'est pour ça que je préférais poser la question. Pardon ? Mon cousin qui était. C'était votre cousin, voilà. Ok, votre cousin. Donc racontez-nous un petit peu comment vous êtes venu à la boxe. C'est votre cousin qui vous a poussé à la boxe C'est ça s'est passé comme ça. Je le voyais étant tout petit. Oui. Et du coup, je me suis dit, je vais m'essayer. D'accord. Étant plus jeune, c'était en 2005, à l'âge de 9 ans. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et puis, j'ai pu commencer à partir de là les compétitions et j'enchaînais les victoires. Et tout simplement, j'étais pris par le truc sans le savoir. Je rentrais dans cette petite dose et je kiffais ce que je faisais.
Parce que vous dites que vous enchaînez les victoires, je crois que vous avez même une période d'invincibilité de plus de 9 ans, c'est ça, dès votre début de carrière. De 2009 à 2012, de 2005 à 2012, je suis resté invaincu. Ouais, donc là, vous commencez la boxe et en fait, pendant autant d'années, en fait, personne n'arrive à vous battre. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui m'a plu. Du coup, je cherchais cette performance et à l'âge en 2012, je décide parce que je faisais du rugby aussi en parallèle. Oui. J'aimais le sport vraiment et je me suis dit pourquoi pas essayer le rêve olympique à ce moment-là, car les Jeux de Rio arrivaient. J'ai dû arrêter le rugby pour me consacrer pleinement à la boxe. Pourquoi vous arrêtez le rugby à ce moment-là? Parce que vous êtes plus performant en boxe? Comment ça se passe? Parce que j'étais performant en boxe et je me disais que y avait l'équipe de France avec qui j'étais en cadet, etc. Donc je me suis dit essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour essayer de performer et faire quelque chose en tout cas pour les Jeux, parce que c'était un rêve aussi d'adolescent et puis je me suis consacré pleinement à ce rêve. Et quelle carrière et quel rêve, on y reviendra dans quelques instants. Vous, Tiffany, c'est le hasard de la vie complet qui vous a conduit vers le Shock Track, puisque vous accompagnez, je crois, une voisine ou une amie, et la révélation, à l'âge de 9 ans. Exactement. En fait, j'avais jamais fait de sport en club. C'était mon tout premier sport. Et j'avais jamais mis les pieds dans une patinoire. Donc c'était vraiment grande découverte. On a suivi, ma sœur jumelle et moi, notre voisine. Et c'était gros hasard, puisqu'on vient d'un tout petit village où il n'y a pas plus de 100 habitants. Et révélation. On a mis les pieds sur les patins et... Première fois révélation, des sensations indescriptibles, c'est ça, on se dit c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est ça, c'est une nouveauté. C'est ça qui vient à l'esprit, parce que c'est pas courant de faire du patin de vitesse. Et ouais, c'est ça, les chutes, courses, la vitesse, tout ça réuni. Très bien, dès l'âge de 9 ans. Kumba, vous, c'était pas 9 ans, c'était à 8 ans, si je ne me trompe pas. La lutte, et vous décidez d'y consacrer toute votre vie. Racontez-nous. C'est ça, du coup, j'ai commencé, on va dire, à 8-9 ans. 8-9 ans. 8 ans et demi, alors on dira. Ouais, c'est ça. C'était un peu par hasard aussi, parce que, en fait, on est 5 enfants dans ma famille, mais de base, j'étais surtout avec mes 2 grands frères, parce que je suis l'enfant du milieu. Et eux 2 faisaient de la lutte, et moi, j'étais tout le temps avec mes frères, parce que voilà, la bagarre. Donc, on s'amusait beaucoup. Et un jour, j'ai décidé d'aller les chercher à l'entraînement avec ma mère. Et quand j'ai vu la lutte, en fait, j'ai voulu essayer. Donc, je suis revenue la fois d'après avec eux, j'ai essayé. Et j'ai dû déménager, donc ça fait que, comme on était énormément et c'est compliqué, etc., ma mère, elle a plus pu nous emmener au club, donc j'ai arrêté, en fait. Et ça, on le sait pas forcément, mais en fait, j'ai arrêté la lutte à un moment donné pendant plus d'1 an. Et du coup, ensuite, le président de mon club, c'est comme mon grand-père pour moi, il avait vu un potentiel que j'avais pas forcément vu, parce que pour moi, de base, c'était vraiment du plaisir. Et il m'a dit, va faire les tests, en fait, à Font-Romeu. Donc après avoir arrêté la lutte pendant 1 an, j'avais peut-être 1 an et demi de lutte dans les pattes, on va dire, je suis partie vers les tests. Et j'ai été sélectionnée, donc à mes 12 ans, je suis partie en internat à Font-Romeu et aujourd'hui, plus de 10 ans après, je suis là à l'INSEP. Avec de beaux titres également, un beau palmarès que l'on présentait il y a quelques instants. Je me tourne être notre psychologue du sport, Makis, pardon. Parlons de la psychologie du champion, qui est une psychologie particulière, qui commence, on l'a vu dès le plus jeune âge, soit c'est une vocation, soit c'est un petit peu le fruit du hasard, mais qu'importe, on parle de performance. Et cette psychologie du champion, on va la cultiver tout au long de sa carrière. Comment on peut définir la psychologie de la performance déjà, pour avoir quelques éléments, quelques connaissances là-dessus? Bonjour. Bonjour. La psychologie de la performance, moi j'essaie de la résumer en 1 ou 2 phrases, parce que tout le monde peut faire une performance, 1 ou 2 fois par an, n'importe quel sportif peut claquer un résultat, mais est-ce qu'on est capable, et je pense que c'est ça la définition, de s'exprimer pleinement sous pression, et surtout quand on est attendu, puis tenir dans la durée. Donc devenir un compétiteur régulier pour inscrire sa performance dans la durée. C'est la psychologie du numéro 1 ? Pas que, parce que tout le monde ne peut pas devenir numéro 1, ou en même temps en tout cas, mais l'idée, vous avez parlé de dépassement, d'aller pousser ses limites, d'être curieux, d'aller chercher, pas seulement d'attendre que ça vienne vers nous. Et ça nous montre aussi que finalement, la performance, elle n'est ni mystérieuse, ni mathématique. Je pense qu'on peut la traquer. Mais pour ça, il faut qu'on regarde chaque détail sous la loupe et c'est pas donné à tout le monde. On va aller sur le terrain forcément de cette question avec nos sportifs. Avant cela, dernière question, Makis, pourquoi parle-t-on de performance mentale, justement? Très utile pour nos athlètes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la partie mentale, c'est sûrement la partie où il y a encore le plus de marge
Tout le monde sait comment travailler son physique, sa technique. Et être performant mentalement, ça rime avec des mots-clés comme l'intensité, comme l'idée d'être très précis, l'idée de se concentrer. Et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde d'être intense du début jusqu'à la fin d'une compétition. Souvent, on a des moments un peu faibles et c'est là où les numéros 1 font la différence. Ils vont nous le dire justement pour cette nouvelle question. On va parler de votre ascension dans votre discipline, de cette quête de la performance, de cette volonté d'aller gagner des titres, d'être le numéro 1. Comment vit-on avec cette quête justement particulière d'être le meilleur? Audrey, vous êtes en 2007 champion du monde, vous êtes sur le toit de votre discipline. J'imagine que l'année d'après, quand il faut remettre son titre, c'est particulier, on veut le conserver. Quand on est la meilleure, comment on gère tout cela pour la suite, notamment dans les prochaines compétitions? Comment on gère ce paramètre-là? J'avoue que c'est vrai, on a une période où c'est un ascenseur émotionnel, c'est très fort en émotion. On est aussi très fiers de ce qu'on a accompli. Et derrière, le but ultime d'un athlète de haut niveau, c'est les Jeux Olympiques. Donc on est obligé de se remettre en question très souvent et de se remobiliser en fait, pour une échéance qui est pour nous la plus importante, qui est les Jeux. Et quand j'ai fait championne du monde, c'était en 2007 et on avait Pékin en 2008. Donc j'ai dû me remobiliser assez vite. Et puis son entourage aussi, c'est important. L'entourage nous permet aussi de nous remettre dans le réel et sur le terrain. Donc, mon père était quelqu'un de très Quand vous dites remobiliser, c'est parce qu'on perd les pédales, parce qu'on Oui. est trop fort, on se sent trop fort et on se dit que finalement mineur. Et puis ça y est, c'est bon. On a Ouais, accompli c'est ça. quelque chose et on est bien. Il n'y a plus besoin. Voilà. Et c'est vrai que je me suis relâchée un petit peu après les championnats du monde. Et la qualif pour les Jeux de Pékin, ça arrive très très vite. Il faut se remobiliser vite. Et l'entourage et les entraîneurs nous permettent de revenir un peu sur terre et de dire ok, c'est bien, mais tu peux faire mieux. Parce qu'on a tendance à s'auto-satisfaire assez rapidement. Et voilà, j'étais championne du monde, j'avais réussi ça, c'était bien. En fait, non. C'est pas suffisant. Il faut que tu ailles chercher plus. Il faut une qualification aux Jeux Olympiques. Il faut une médaille aux Jeux Olympiques. Donc remobilise-toi vite. Donc j'ai vite été remise dans la réalité assez vite. On va justement parler aussi des Jeux avec vous, Tiffany. Vous revenez des Jeux Olympiques. Vous étiez en Chine il y a quelques semaines. Vous pensiez absolument pas faire carrière en short track, parce que vous, votre objectif, et c'est d'ailleurs toujours d'actualité, c'est d'être professeur. La quête des Jeux, comment on vit justement cette performance qui est celle de représenter la France dans sa discipline? Comment on vit avec tout cela? Alors comme on le disait, c'était complètement par hasard la découverte de ma discipline. Et quand je regardais les Jeux Olympiques à la télé, je trouvais ça beau, je trouvais ça fort, mais je me suis jamais projetée aux Jeux Olympiques. C'est seulement quand j'ai intégré Fort-Romeu comme Kumba que j'ai réalisé que justement je pouvais prétendre à aller aux Jeux Olympiques. En tout cas qu'il fallait m'entraîner dur pour y aller. Et je me suis sélectionnée aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018 et de Pékin en 2022. Et c'était difficile et je suis contente aujourd'hui parce que je suis fière justement d'avoir représenté la France, mais à la base c'était pas du tout mon rêve. Mon rêve c'est d'être professeur des écoles, donc vraiment rien à voir. Sofiane, vous, on le disait, dès l'âge de 9 ans à la boxe, 8 années sans être battu. J'imagine que grandir de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 17 ans en allant sur un ring et en étant quasiment persuadé qu'on va gagner son combat, la psychologie elle est quand même assez particulière. On grandit avec une psychologie de numéro 1 de fort. Comment est-ce que vous avez géré cela et comment vous avez été accompagné aussi? Ce qui est fou, c'est vrai que quand les victoires appellent des victoires, du coup, quand tu gagnes, tu as toujours envie de gagner, Oui. tu veux toujours plus. Même quand tu gagnes, tu essaies de te remettre en question. Qu'est-ce qui a pas marché, même si tu as gagné? Donc après, c'est une philosophie que moi, je me suis mis en place et cette rage de compétition et de compétiteur qui a fait de moi le boxeur que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas tendance à regarder un petit peu de haut ses adversaires, avoir un peu de condescendance en disant bon, allez, c'est bon. Justement, non, en boxe en tout cas, il faut jamais. pas parce que ça va vite. Donc rien n'est fait au hasard et surtout aucun adversaire est pris à la légère. Donc c'est surtout vraiment un combat d'abord envers moi-même avant l'adversaire. Très bien. Sébastien, vous êtes 24e au JO de Lillehammer en Norvège et à Nagano au Japon, en 98, vous êtes vice-champion olympique. Ascension incroyable. On parlait de quête de performance, là. On le voit au niveau de votre ranking sur les Jeux. Alors, non, parce que en fait, à Lillehammer en 94, la Coupe du Monde juste avant les Jeux, je la gagne. Et j'arrive sur les Jeux en étant favori. Donc 24e, c'est une énorme contre-perf.
contre-performance sur lequel j'analyse ce qui n'a pas été, puisque je passe totalement à côté, et que je construis justement une façon de faire pour ne pas me rater si j'ai la chance de pouvoir faire les jeux d'après. 1 an avant les jeux de Nagano, je me pète le genou, et donc je garde quand même cet objectif ultime en tête, et j'arrive à réaliser la performance que j'avais décidé de réaliser, qui a conduit une médaille. Mais c'est un sport à jugement, donc j'aurais pu aussi faire 4e. Oui, c'est vrai, c'est toute la difficulté. On continue avec vous, Maxime. Alors vous, lors des derniers championnats d'Europe à Budapest, c'était en 2021, vous passez le cap des 47 secondes. Et vous dites, enfin la presse, ça y est, je suis devenu un sprinter. On parlait de quête de performance, là. Racontez-nous un petit peu là, justement cette performance-là. Ben ouais, pour moi, ça a toujours été un rêve de faire 47. Ça a toujours été un rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Et ça fait partie de mes objectifs de casser la barrière des 48. Donc du coup, maintenant, je l'ai fait. Et puis c'est bien redescendu après jusqu'aux Jeux Olympiques, où j'ai fait une très très bonne performance, 4e. Mais voilà, donc j'en ai encore envie plus. On a toujours envie de plus, enfin en tout cas pour ma part c'est le cas. Bah vous c'est par palier, c'est-à-dire que le 47 c'est de bon augure pour la suite, quoi, pour les prochaines compétitions, c'est ça? Ouais, bah, c'est ça en fait, de toute façon je suis un sport chronométrique, donc c'est très dur de faire des grosses descentes, on va dire, surtout à cette vitesse-là, en sachant que c'est un peu technique, mais la vitesse, la résistance c'est le carré de la vitesse dans l'eau, donc du coup plus on va vite, plus c'est très dur. Donc aller chercher les centièmes, c'est difficile, mais bon, c'est partout pareil. Hein. Kumba, vous êtes la numéro 1 mondiale. Pour être la numéro 1 mondiale dans votre sport, vous confiez aux équipes de tout le sport, forcément comme tous les sportifs de haut niveau, cet acharnement au niveau de l'entraînement et cette quête de la performance qui passait aussi. Vous me parliez de vos cousins ou de vos frères, c'est ça, si je ne m'abuse, qui pratiquent la lutte. Vous entraînez contre des hommes. Oui, c'est vrai que je lutte beaucoup avec les garçons, du coup, parce que... Pourquoi ? C'est vrai qu'on fait un sport qui n'est pas très médiatisé, donc pas très connu. Et on n'a pas énormément de licenciés. Et c'est un sport aussi qui a une image de sport masculin. Donc on a plus de licenciés masculins que féminins. Et malheureusement, nous, ça nous fait un écart aussi de niveau par rapport aux autres nations. Et donc la seule manière de compenser ça, tout en restant par exemple en France ou autre, sans devoir toujours partir chercher de l'adversité, c'est lutter avec des hommes. Donc j'ai beaucoup de... En fait, généralement, je m'entraîne beaucoup avec les hommes sur place en France et après 2 semaines dans le mois ou 10 jours, je vais partir lutter avec les filles étrangères. Guillaume, sur justement vos challenges, on en parlait, vous nous avez un petit peu évoqué les raisons. Le record pulvérisé, en gros, comment est-ce que vous établissez tout cela? Quelles sont, là, si on doit vous demander par exemple vos prochaines performances et vos prochains défis? En fait, la quête de la performance chez vous, c'est quoi en fait? Pour comprendre les choses. La quête de la performance, c'est toujours pour aller voir des espaces toujours aussi incroyables, d'aller voir d'autres choses. Vous nous parlez des paysages, mais bon, quand on est en solitaire sur plus de 2650 km, quand on est dans des milieux hostiles... En fait, c'est pour y arriver, en fait, c'est énormément de travail. Moi, par gros projet comme ça, donc pour courir 2600 d'un coup, c'est pas des JO, parce qu'il n'y a pas de discipline comme ça pour moi, mais ça demande quand même 4 ans de travail, donc les cycles, je les connais un peu. Et c'est d'aller vous les connaissez un peu, mais avant vous il y avait personne qui était capable d'avoir des cycles. C'est un peu non, on peut pas vraiment demander sur ma discipline qui est vraiment quelque chose de niche et extrême. Il y a pas de plan d'entraînement vraiment défini comment courir 1000 bornes d'un coup. On peut pas trouver ça dans le jogging international. On est capable d'avoir des plans pour marathon. Mais en gros, l'idée, c'est de prendre une base de ce qui existe et des conseils de qui peut exister, des 3-4 personnes qui l'ont déjà fait dans une vie, qui ont fait des choses similaires, et puis d'extrapoler. Il y a une nécessité même dans mon sport de créer sa propre méthode d'entraînement, parce qu'il n'y a personne pour nous expliquer comment faire. Donc ce que j'ai dû faire pour pouvoir faire ça, donc c'est se fixer des objectifs et puis de se donner les moyens de l'atteindre. Et la performance, être capable de préparer justement en amont sa performance et en fait de l'appliquer aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'en fait vous me disiez, vous quand vous êtes sur une traversée comme celle-ci, en gros vous réfléchissez pas le jour de la traversée, en fait vous l'avez préparé en amont et vous appliquez vraiment moment après moment en fait
tout ce que vous avez prévu et toute la stratégie. Ouais, exactement. élaborée. C'est ce qu'évoquait un petit peu en termes de mental lors de la précédente table ronde, mais l'idée c'est d'être prêt mentalement à faire face à absolument n'importe quoi, d'être un tank, un truc qui, peu importe qui arrive, on est prêt. Vous avez un exemple à nous donner sur une situation particulière? Par exemple, donc pour expliquer, quand tu dors 4 heures par jour depuis plus de 30 jours, ton cerveau c'est de la bouillie, donc tu es incapable de prendre la moindre décision rationnelle. Et tu as une fenêtre météo qui est en train de se refermer sur un col où il va neiger 15 cm. C'est le passage du col, c'est de la glace qui va se former sur des blocs gros comme Fontainebleau pendant 5 km. Et la question c'est, est-ce qu'on avance et on fait une nuit blanche au risque de dérégler intégralement une machine qui est quand même déjà très fragile, ou est-ce qu'on prend le risque de perdre 2 jours sur une traversée? Et donc, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on avance depuis plus de 30 jours pour prendre une décision rationnelle à ce moment-là? Eh ben, tu as intérêt à avoir bossé avant, sinon t'es marron. Hein. Ouais. Bien sûr. Donc, du coup, on applique un petit peu. Donc, on applique bêtement un plan qui est décidé à l'avance. Donc, moi, ça s'appelle un art de décision. Chacun a ses propres méthodes, je pense, pour gérer un mental, comment tu gères pendant ta course, qu'elle soit courte ou un peu plus longue, mais chacun a sa propre manière de gérer ses prises de décision et qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Et moi, ça passe par toutes les décisions sont prises à l'avance. Je fais que appliquer un plan bêtement, puisque je suis plus capable de réfléchir de toute façon. Maki, c'est une réaction à ce qui vient d'être dit sur nos invités, sur cette quête de la performance, la façon dont ils abordent justement la performance. C'est le docteur en psychologie qui parle sur tout ce qui est dit là. On sent que c'est des gens qui cherchent quelque chose. Ils ne cherchent pas que la performance, ils cherchent aussi à aller plus loin dans leur quête. Et c'est peut-être ça aussi la différence entre un sportif lambda, même un sportif de haut niveau, et un champion. Je pense que ceux ou celles qui arrivent à aller le plus loin possible sont habités, sont obsédés, je dirais même investis d'une mission qu'on ne va pas spécialement crier sur tous les toits, mais quelque chose qui est très très fort à l'intérieur. Bon, c'est des motivations très profondes qui font qu'à un moment donné, on va se dépasser parce que cette quête est limite plus importante que le résultat. On va poursuivre effectivement sur le dépassement. Avons-nous atteint justement les limites physiologiques? On va le savoir, on va voir avec vous. Depuis les premiers Jeux Olympiques modernes de 1896 et jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, 3263 records ont marqué la progression sportive. Alors le seuil de limite physiologique de la performance, semble être atteint, je dis bien semble être atteint, vers l'âge de 24 ans d'après une étude récente de l'IRMES. On va parler de la tyrannie des records avec vous. Pensez-vous que l'on a atteint physiologiquement, dans le sport en général, pas forcément dans votre discipline, les limites physiologiques de l'être humain? Je pense notamment au marathon. On a le Kenyan Kipchoge en 2019 qui passe sous la barre des 2 heures. On a eu ce matin ici au Musée de l'Homme un beau documentaire de la part de nos confrères de l'équipe. Je pense notamment à Usain Bolt qui arrive à courir un 100 mètres en 9 secondes et 58 centièmes. Quel est votre point de vue là? Peut-être Sébastien, vous qui accompagnez les sportifs, notamment dans le cadre des programmes des sports. Est-ce que justement on a atteint l'indépassable, où les records sont faits pour être battus aussi, bien sûr? Moi, je pense qu'on est proche des limites. Maintenant, l'être humain bouge, change. Oui. Makis évoquait toute l'importance du mental dans le résultat. Il y a un phénomène comme Bolt qui arrive alors qu'on pensait que ce n'était pas possible de descendre en dessous des 9,70 et donc on peut imaginer qu'on en retrouvera d'autres. Après, effectivement, vu que le matériel a progressé, vu que la préparation physique et physiologique a vraiment progressé et qu'on semble être pas loin du sommet, on ne vivra pas une révolution comme on a pu le vivre ces 50 dernières années, mais je pense que mais je ne suis pas médecin, hein, mais on voit nos enfants qui sont quand même plus grands que la génération d'avant. On voit qu'ils changent, donc il y a des chances que des records tombent encore. On va aller avec nos deux sprinteurs, Maxime et Tiffany.
est-ce qu'on peut parler de tyrannie des records? Est-ce que le sport moderne s'inscrit-il dans la tyrannie des records? Vous, quand vous allez sur un bassin, vous, quand vous allez dans une patinoire, est-ce que vous avez forcément la pression du chrono en longtemps? Est-ce qu'on peut parler de tyrannie des records? Vaste question. Ouais. En natation, il y a eu une période un peu bizarre, on va dire. Il y a eu la technologie à un moment donné. Il y a eu les combinaisons quasiment entières. Et là, les records ont complètement chuté, mais de beaucoup. Et en plus, on se disait, mais comment on va faire pour maintenant les battre? Parce que maintenant, on n'a plus ces combinaisons et ils ont décidé de les arrêter. Et finalement, on voit que toutes les années, il y a des records qui tombent. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais je sais pas, je pense que c'est infini. On n'a pas forcément la réponse, mais effectivement, au vu des belles performances déjà, on a du mal à imaginer la suite. Et pourtant, on a aussi beaucoup de personnes, des ingénieurs, des chercheurs qui, justement, on le voit, 3263 records qui tombent depuis l'ère des Jeux modernes. C'est parce qu'il y a aussi un travail de fond. On l'a vu tout à l'heure avec nos spécialistes, notamment sur la partie expertise et accompagnement du sportif pour l'INSEP. Tiffany, vous, même question, la tyrannie des records, est-ce que vous la sentez? Vous avez participé au championnat du monde, vous étiez aux Jeux il y a quelques semaines. Forcément, vous êtes sur une discipline chronométrée. Mais est-ce qu'on peut parler de tyrannie des records? Tyrannie des records, clairement, oui. Nous, on a un sport à concurrence directe, donc on ne se bat pas contre le temps, mais contre nos adversaires. Mais on est quand même un sport qui est chronométré, donc ça va de plus en plus vite. On parlait du mental tout à l'heure, je suis d'accord avec ça. Il y a encore beaucoup de choses à explorer et je pense que ça va amener justement à être performant et à élever le niveau pour les records, mais aussi pour l'adversité. Et puis, pour le matériel encore, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. La glace aussi, ça a beaucoup d'importance pour nous. C'est pas comme la natation ou un tapis de lutte. Nous, elle change beaucoup, même si ça change avec la température de l'eau. Nous, il y a vraiment une vraie importance. Et puis les patins, on a des réglages bien précis. Nos patins sont moulés à nos pieds, donc il y a encore de gros progrès à faire, je pense. Et forcément, ça va amener des records et les temps descendent d'année en année aussi. Guillaume, vous inscrivez aussi dans la tyrannie des records quand vous allez faire l'impossible? Ça fait toujours plaisir d'avoir un record à son nom, on va pas se mentir. Vous nous disiez que c'était utile pour vous faire connaître, pour participer un petit peu au développement de votre ça fait partie sport. du job aussi, parce que on essaie aussi d'un peu de vendre du rêve aussi, donc un record forcément ça fait un peu plus rêver. Mais je rejoins assez sur le matériel. Moi, je regarde, donc je suis sur un sport vraiment de niche, donc concrètement, il faut que j'ai un sac à dos qui permette de transporter ce que vous avez quand vous partez en randonnée sur quelques jours. Ça fait 35 kilos, 60 litres, et grosso modo, en construisant mon propre matos, etc. et autres, donc en améliorant littéralement le matériel, j'arrive à avoir un sac qui fait 20 litres et moins de 6 kilos. Et ce que ça permet de faire, ça permet de courir au lieu de juste marcher avec ce dont tu as besoin. Et donc, l'outil en fait devient quasiment nécessaire pour que le record puisse tomber. Et les 2 semaines, elles sont là. Hein. Bien sûr, donc, voilà. C'est l'objet de ma prochaine question. On le voit notamment dans le sport. Alors avant peut-être de poursuivre là-dessus, je voudrais peut-être entendre Audrey, Kumba et Sofiane, si vous avez peut-être des choses à nous dire là-dessus sur la tyrannie des records. Est-ce que vous, Kumba, numéro 1, est-ce que justement vous êtes dans la tyrannie des records? Est-ce que c'est les titres que vous allez chercher, toujours plus de titres? J'imagine que oui. On rejoint finalement la première question, la performance, la quête de la performance. Est-ce qu'on peut parler de tyrannie des records? Je ne sais pas vraiment si moi je le vis de cette manière parce qu'on n'a pas réellement des records chez nous en fait. Oui, mais bon, par contre, des records de titres. Mais par contre, après, c'est vrai que nous, ce qui nous manque aujourd'hui en lutte française, en tout cas, c'est une championne olympique. On a des médailles olympiques, mais pas encore de championne olympique. Et évidemment, c'est mon objectif. Donc, c'est ce qui me motive et c'est ce qui me donne toute cette ambition que j'ai tous les jours pour performer. Mais après... C'est quelque chose d'hyper positif en fait, plutôt parce que je me construis en ayant cet objectif-là. D'accord. Donc pas de tyrannie particulière, au contraire, justement. Audrey, pour vous qui êtes aussi ambassadrice de la région Île-de-France dans le sport, est-ce qu'on peut parler, quand on parle de sport, de tyrannie des records Je pense que ça dépend effectivement des sports. Ouais. Et je pense qu'il y a une tyrannie quand même des records, une tyrannie de conquête de titres. Moi, je pense que la limite,
c'est l'atteinte en fait à l'intégrité physique et morale des athlètes. Tant que ça ne porte pas atteinte à leur intégrité physique et à leur intégrité morale, il n'y a pas de tyrannie. C'est un plaisir, ou c'est un bonheur, ou c'est une envie, ou c'est un objectif. Et voilà, on parle de dopage, on parle de toutes ces choses-là. Pour moi, la limite de cette tyrannie des records ou cette tyrannie des titres, c'est l'atteinte à l'intégrité physique et morale des athlètes. Oui, ça fait effectivement écho à notre table ronde, effectivement, sur le sport, la performance et naturellement à la santé. Sofiane, vous, les records? Les records, c'est toujours... Il y en a en boxe aussi, c'est des titres déjà. Ouais, c'est L'invincibilité, on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'après, par exemple, là, je viens de faire champion du monde au mois d'octobre. Ouais. Je suis le seul Français pour l'instant à avoir un titre de double champion du monde. Donc c'est vrai que c'est un record personnel, on va dire, mais c'est vrai que à chaque compétition, à chaque tournoi qu'on fait, on veut gagner, remporter plus de tournois. Mais après, c'est vrai que la problématique de la tyrannie de records, ça dépend des sports. C'est quoi? C'est écrire l'histoire de son sport? C'est ça, entrer dans l'histoire de la boxe. C'est comme Kumba nous le disait, c'est ça. On n'a pas encore de champion olympique en lutte. Et vous, c'est ça, c'est entrer dans l'histoire de la boxe. Marquer son nom. Ouais, le virtuose. Ok, on l'a bien saisi. On va parler maintenant de ce que vous nous disiez préalablement sur le dopage technologique. La recherche a permis dans le sport de développer les pratiques et donc naturellement la performance. On parlait de natation avec vous, Maxime, des combinaisons qui, dès 2008, ont permis de affoler les chronos, on peut le dire, et des records énormes avec, je pense notamment à un équipementier Speedo qui a lancé la combinaison et qui derrière a même créé polémique. Je pense notamment dans tout un tas de sports. On pourrait parler effectivement de la classique Milan-San Remo en cyclisme avec le Slovène Mohoric qui, avec sa tige télescopique a fait tomber là aussi un record et qui a surtout surpris tout le peloton. On pourrait parler de tout un tas d'autres exemples. Est-ce que justement le dopage technologique, il est entre guillemets considéré comme de la triche? Est-ce qu'il doit accompagner, est-ce qu'il accompagne vraiment la performance? Quel est votre avis à tous là, dans vos disciplines, mais également, on va dire, dans le vaste sujet qui nous réunit et qui est celui du sport? Est-ce qu'on peut parler justement de dopage technologique quand on parle effectivement de recherche, d'innovation avec des équipements qui permettent la performance? On va vous entendre à vous, le nageur Maxime, sur cela. Quel est votre avis sur cette fédération internationale qui un coup accepte, revient un petit peu sur ses décisions? Est-ce qu'il faut nager avec cette fameuse combinaison? Ça fait quand même 14 ans qu'on se pose la question et pourtant on n'a toujours pas la réponse. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de nager avec. Après, oui, si on veut vraiment aller à des vitesses qui dépassent l'entendement peut-être, mais je pense que ça reste du sport. On n'a pas besoin d'aller chercher non plus des chronos qui vont je ne sais pas où. C'est quand même un sport d'opposition. On est 7 ça dépend des piscines, mais souvent on est 7 dans une finale et c'est le premier qui touche qui gagne. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'une combi miracle. En plus, ça allait de plus en plus loin. Il y en a qui en mettaient 2, donc ça commençait à devenir un peu de la triche. Il y en a qui nageaient pas forcément très vite. D'un seul coup, il y a eu une combi. Ça gagne un peu plus. Ceux qui étaient un peu moins athlétiques, ça les avantageait. En fait, il y avait plein de choses qui allaient un peu à l'encontre du sport et des valeurs du sport, on va dire. Ça prend le contre-pied avec ce que vous nous disiez, vous, Guillaume, puisque vous, c'est presque une condition sine qua non pour atteindre vos performances et vos objectifs, c'est cela? Oui, mais on n'est pas du tout dans les sports de même maturité. En natation, effectivement, ce qui était important, c'est d'avoir l'équité. L'équité, que tout le monde ait à peu près un matériel quasiment similaire. Alors que moi, dans mon sport, c'est littéralement, si tu n'as pas ce genre de matos qui n'est pas fait par des équipementiers, que tu es obligé de créer toi-même, tu ne peux pas le faire. Donc, en fait, il y a une partie, en fait, donc dans la partie de la technologie qui rend les choses possibles. Et une fois qu'on a rendu les choses possibles, effectivement, ça serait bien de ne pas mettre 2 combinaisons pour avancer un peu plus vite. Donc, du coup, je te rejoins vraiment sur ton point, mais il y a vraiment la partie de permettre à la base de le faire. La question est de savoir, est-ce qu'on peut parler, malgré tout, on parle d'innovation, de recherche, est-ce qu'on peut parler de dopage technologique? Est-ce que c'est considéré pour vous, quand on a un début de réponse avec vous, Maxime, on va peut-être demander aux autres, Kumba, Sébastien, André, dites-nous, Tiffany ou Sofiane, et même vous, Makis, est-ce que vous considérez cela comme du dopage? Voilà, est-ce que c'est finalement aller vers ce type de choses-là?
En fait, il faut prendre chaque sport les uns après les autres et les étudier un par un. Effectivement, sur la natation, si tout le monde, dans une logique d'équité, si tout le monde n'a pas la même chose, on peut parler potentiellement de dopage. Après, la technologie fait beaucoup évoluer le sport. Même les sports les plus populaires, on parle beaucoup de foot et de rugby. On regarde les rugbyman aujourd'hui, ils ont tous des GPS dans le dos. Tout est analysé et on mesure bien que depuis 1995 que le rugby est professionnel. Et aujourd'hui, si on regarde 2 matchs, on se dit que ce n'est pas du tout le même sport. Et c'est pareil sur le foot. Et donc la technologie a permis de faire avancer les choses plutôt dans le bon sens. Donc il faudrait vraiment isoler chacun des sports et avoir une étude fine et précise pour qu'il y ait au moins cette dimension d'équité. Kumba, vous, en lutte, l'innovation, la recherche, comment est-ce que justement vous travaillez sur cela? Est-ce que vous êtes accompagné par des scientifiques en dehors de, bien sûr, nos experts de l'INSEP, bien sûr, mais est-ce qu'on peut parler d'innovation dans votre sport, par exemple? Oui, en fait, nous, on fait un sport où on a un maillot de lutte, des chaussures de lutte, et voilà, c'est notre tenue d'entraînement. Donc c'est vrai que sur la compète, directement, non. Mais après, en dehors, on va... moi, dans notre manière de travailler, forcément, oui, j'ai vu beaucoup d'évolutions, que ce soit au niveau de la prépa physique ou bien même des circuits training qui vont être beaucoup plus adaptés, en fait, finalement, à la lutte. Et donc, on va pouvoir faire des exercices de musculation, mais qui ressemblent à de la lutte, qu'on pourra réadapter plus facilement sur le tapis, ou bien à l'analyse vidéo, etc. Ça, c'est des innovations qui nous aident beaucoup. Mais après, nous, on n'a pas ce problème... on n'a pas ce problème-là sur le tapis parce qu'on est tous vraiment avec notre même maillot de lutte, etc. C'est plutôt dans les techniques d'entraînement, ce que nous disait Sébastien, en parlant du rugby, en parlant du rugby d'antan et du rugby moderne. Vous nous dites, même chose pour vous, Audrey, c'est ça, vous voyez l'évolution, votre titre est en 2017, vous voyez un petit peu depuis maintenant 15 ans aussi l'évolution, la façon dont on pratique. Une évolution sur les technologies, c'est effectivement sur le traitement des données, la data qui nous permet, nous, aux athlètes et en fait, surtout à la lutte, d'avoir un regard en fait en dehors de la technicité de la lutte et en dehors du pur entraînement. C'est tout ce qui est l'écosystème de l'athlète autour qui est très important et qui était souvent oublié. À mon époque, le sommeil, c'était pas important pour moi que je dorme bien ou pas. Le sommeil, maintenant, c'est des datas qui sont données, des données à l'INSEP qui sont importants. Les athlètes ont un dispositif à l'INSEP et dans les pôles qui s'occupent d'eux au niveau des données qui sont recueillies pour le sommeil, pour le régime, la gestion de poids, toutes ces choses-là qui n'existaient pas avant, qui maintenant leur permet d'avoir justement des innovations qui leur permettent d'améliorer leur performance, d'être beaucoup plus suivis, d'être beaucoup plus soutenus. Chaque paramètre est analysé. Quand vous dites que ça n'existait pas avant, c'est que donc, durant votre carrière... Je ne suis pas si vieille que ça. Non, mais je sais, mais 2007, il y a 15 ans, donc ça n'existait pas, c'est cela. Donc c'est un temps relativement court finalement en termes de développement des pratiques. Vous êtes bien rattrapé, c'est gentil. C'était pas mal. C'est pour comprendre un petit peu aussi l'évolution des pratiques. Et donc vous nous dites qu'effectivement, il y a 15 ans, on ne le faisait pas. Non, exactement. À l'époque, donc oui, en 2007, je me suis auto... Donc à l'époque, effectivement, on n'avait pas de traitement de ces données et il n'y avait pas de feedback qui était apporté aux entraîneurs et aux préparateurs physiques ou aux préparateurs mentaux. On était accompagnés, parce qu'à l'INSEP, c'est quand même le centre olympique d'excellence. On était vraiment accompagnés par des préparateurs mentaux, des nutritionnistes. On a vraiment un gros accompagnement, mais il manquait cette petite chose qui, nous, à l'époque, on n'avait pas conscience. Ça apporte beaucoup maintenant pour les jeunes athlètes. Tiffany, l'innovation de votre sport, j'imagine que l'aérodynamisme, on doit travailler tout cela. Comment est-ce que vous travaillez tout cela? Comment on innove pour se préparer toujours plus et se préparer toujours mieux? Je rejoins un peu Kumba et Audrey. On a mis pas mal de choses en place durant ces 4 dernières années, notamment comme la VFC, donc la variabilité de la fréquence cardiaque au réveil, pour justement voir l'état de forme de chacun. Et ça, c'est des choses qu'on ne traitait pas avant. Donc maintenant, on met vraiment l'accent sur le côté un peu plus scientifique et physiologique. Et ça, je pense que c'est très important pour de la perf. Après, il n'y a pas que ça. Et puis, pour rejoindre sur le côté matériel et dopage plus technologique. Oui. Et technologique, oui. En fait, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, spécifique, notre matériel. J'aimerais avoir juste un maillot et des chaussures, mais non. Donc on a des patins, un casque, donc il y a l'aspect aérodynamique, et puis ensuite la qualité de la glace. Donc ils vont mettre des produits directement dans la glace pour qu'elle soit plus rapide. Après, comme je disais, on se bat contre les adversaires et pas contre le temps, donc
ça joue aussi parce que quand une glace est plus rapide, ça élève le niveau forcément. Et quand la glace est de mauvaise qualité, ça va resserrer le niveau. Et donc ça va pas vraiment révéler notre niveau à nous. Donc il y a un standard de glace, bien sûr, j'imagine, selon les compétitions. Exactement. Ouais, d'accord. Sofiane, vous, on parlait justement d'innovation dans la boxe. Après, c'est l'adversaire et moi. Il y en a, mais c'est surtout sur la préparation. Sur la préparation. Ouais. Sur la préparation, ça aide beaucoup et ça nous permet justement à nous, sportifs de haut niveau, de nous dépasser au maximum, de repousser ses limites, que ce soit physiquement ou mentalement. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite d'être prêts le jour J. Et quand vous dites qu'il y en a beaucoup, c'est quel type justement d'innovation, des pratiques qui n'existaient pas avant et qui maintenant sont mises en place pour le boxeur? Pour le boxeur, il y a comme des électrodes ou des élastiques, mais c'est vraiment spécifique boxe. Et c'est ce qui va peut-être te permettre de développer ta puissance et ta réactivité. Donc pour moi, je pense que la technologie aujourd'hui fait du bien au sport et dans l'avenir, c'est ce qui va faire du bien au sport. Et donc en gros, vous travaillez avec des préparateurs physiques, des médecins et qui vulgarisent effectivement les données pour après vous faire un petit point sur l'état de performance et l'évolution, un petit peu le suivi, c'est ça? C'est ça, on peut même te dire s'il y a plus de puissance à droite qu'à gauche, si tu vas plus vite du bras gauche que du bras droit. Après, il y a des analyses vidéo, donc plus le temps passe, plus la technologie, je pense, fait énormément de bien, en tout cas pour le sport. Et vous, c'est des choses que vous ressentez quand on vous dit que vous tapez moins fort du droit que du gauche? Enfin, vous, c'est des choses que vous ressentez aussi Des fois, pas besoin que le préparateur me le dise, je le sais déjà. Et du coup, je sais que ça va pas. Très bien. Je vais paraphraser le livre justement qui est édité pour l'exposition aux frontières de l'humain du Musée de l'Homme, exposition que vous retrouvez depuis le 13 octobre et qui aura lieu jusqu'au 30 mai prochain ici au Musée de l'Homme. Je vais paraphraser ce livre avec, je cite, « Le sport est un fait social total qui touche toutes les composantes d'une société. Le champion doit faire face à l'exigence du spectacle, nécessairement toujours plus éblouissant, et à la promesse d'un nouveau record battu. » Parlons du sport-spectacle et de la médiatisation. Parlons un petit peu justement de vous et de votre carrière. Le sport-spectacle participe-t-il au développement et à la popularisation du sport? Je vais déjà demander à notre expert. Est-ce que le sport doit-il être spectaculaire? Doit-il être un spectacle pour qu'il participe justement à son développement? Je pense que la première chose à dire, c'est que tout ce qu'on vient d'évoquer, la recherche, le progrès technologique, ça amène du spectacle, parce que ça va plus vite, on a plus de data, mais il ne faut pas non plus que le sport perde son âme. C'est-à-dire que ce soit les sportifs ou monsieur tout le monde, on est dans une logique de monitoring, on a des montres connectées, on sait tout le temps ce qu'on vaut, la fréquence cardiaque, la respiration. Et c'est une bonne chose parce que ça permet d'avancer, mais il ne faut pas qu'on perde le plaisir, il ne faut pas qu'on devienne parano. Et je vois aussi des sportifs qui maintenant ont du mal à dormir parce qu'ils ont une montre qui leur dit tout le temps où ils en sont. Donc ça, c'est la tyrannie de la data. On était sur la tyrannie du record, c'est la tyrannie de la data. Alors, du coup, je reviens sur la question sur le spectacle. Oui. Le spectacle, on l'a quand il y a performance, mais aussi plaisir. Quand on voit l'équipe de France de rugby, je pense aujourd'hui c'est un bon compromis entre une équipe qui est bourrée de data parce qu'ils ont un staff de dingue et une vraie identité forte que le sélectionneur Fabien Galtier a su donner à cette équipe, où on retrouve vraiment le French Touch, mais version 2022. Oui. Après, dès que ça devient un peu dénaturé, dès qu'on en fait trop, on est dans le showbiz et tout le monde s'y retrouve pas. Et justement, ça fait lien avec la question que je voulais vous poser et que je vais poser également à tout le monde ici à présent. Comment est-ce que ces sportifs qui sont jeunes vivent-ils finalement ce phénomène de médiatisation, de fascination, qu'on soit sur un sport médiatisé ou non, on est quand même face à des publics qui sont face à une forme de fascination vis-à-vis de la personne, l'incarnation de l'athlète que vous êtes. Comment est-ce que on appréhende ça quand justement vous, en tant que spécialiste, avec tous les sportifs de niveau que vous avez rencontrés, Makis? J'imagine que c'est difficile à gérer, non?
Ah, j'ai pas entendu. Ah d'accord, n'écoutez pas Makis. D'accord, très bien. Donc je vous repose la question. Comment on vit avec le phénomène de fascination que l'on peut procurer et produire vis-à-vis de ses publics, qu'on soit sur des sports médiatisés ou moins médiatisés? Comment psychologiquement, vous, les athlètes que vous suivez depuis maintenant des décennies, ces athlètes-là, justement, vous les observez? Parce qu'on fascine forcément, que ce soit sur des sports médiatisés ou non. Quoi qu'il arrive, on a des publics qui vous voient en tant qu'athlète, en tant que champion. Comment on gère là cette psychologie qui est particulière? C'est vrai, moi j'ai travaillé longtemps dans le tennis, mais j'ai accompagné aussi des joueurs de badminton et de squash. D'accord. C'est des sports de raquettes, mais c'est pas du tout le même enjeu. Donc je pense que dans chaque sport, il faut savoir d'où on vient, pourquoi on fait notre sport. Il faut être fier de pratiquer son sport. Mais parfois, on veut faire du copier-coller. On veut faire comme son grand frère ou sa grande sœur. Et je pense que le plus important, c'est que chaque discipline développe... Quand vous êtes adulé, quand tout le monde vous regarde avec les yeux qui brillent, quand vous avez des médailles, comment on gère tout cela? Parce que forcément, les relations sont tronquées avec Alors, ça, c'est vrai qu'on est dans quelque chose que souvent, on n'arrive pas à préparer. C'est-à-dire, gagner, c'est une chose. Après, assumer ce statut, d'être attendu, de répéter une performance, parce que percer c'est une chose, confirmer c'est, vous me dites si je me trompe, un peu plus compliqué parce que les attentes sont plus élevées. Et là, je pense que c'est pareil dans tous les sports, que ça soit. Alors, c'est sûr que quand on est numéro 1 mondial en tennis, vous voyez ce qui se passe actuellement, oui. On en parlera sûrement aussi de la fatigue qui peut s'installer, mais je pense que c'est le rôle de l'entourage qui va prendre un rôle de plus en plus important, qui va faire la différence. Dans le futur, les sportifs qui ont autour d'eux une garde rapprochée, peu de personnes, mais qui sont compétents et à qui on peut faire confiance, ça va remplacer ceux qui écoutent le dernier qui a parlé. Et ça, dans tous les sports, c'est pareil. Sébastien, vous avez créé le programme des Étoiles du Sport en 2002. C'est un programme de transmission entre des champions et des espoirs. Ça fait 20 ans que ce programme existe et il réunit effectivement aussi cette philosophie qui est de transmettre les valeurs, les bonnes valeurs du sport. Le sport doit-il justement s'inclure dans le spectacle? C'est ma question. Alors, le sport est un spectacle et ça le nourrit. Donc, peut-être que la question, c'est comment les athlètes le gèrent, cette dimension spectaculaire. Ça peut être un moteur, parce que ça doit être assez sympathique de rentrer dans un stade plein d'athlétisme pour une finale olympique, parce que ça galvanise, et donc ça peut être aussi un moteur. Après, est-ce que toute cette surmédiatisation digitale, le côté... on voit que le champion tout en haut, et on ne retraite pas tout ce qui se passe du moment où le jeune a un rêve, tout le chemin avec les embûches, et Dieu sait qu'en ce moment c'est d'actualité, toute la santé mentale, etc. Et pour nos enfants, c'est bien de voir ce qui brille, mais c'est aussi intéressant de travailler sur le cheminement, sur tout le parcours que l'athlète a suivi pour atteindre... Voilà, donc à la question sport-spectacle, oui, ça fait avancer le sport, je trouve. C'est des grandes questions, mais qui conduisent effectivement vers ce phénomène que je disais, fascination. Vous, Sofiane, avant les compétitions, même après, vous coupez vos réseaux sociaux. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que quand vous allez sur un ring dans un club, on voit Sofiane, on se dit waouh. Comment est-ce que vous gérez la relation que vous avez avec les boxeurs? Après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de simple, donc je ne coupe pas les réseaux. Je suis sur les réseaux avant et après. Après, c'est vrai que ce qui change, c'est le regard des gens, ce que tu as pu faire, etc. Donc, moi, à titre perso, je l'ai très bien géré. Et c'est vrai que l'entourage y fait beaucoup, car c'est eux qui te font garder les pieds sur terre, qui te font ne pas oublier d'où tu viens. Et après, ça coule de source. Après, c'est vrai que ça te galvanise, par exemple, quand tu rentres dans un stade où... Ouais, c'est tout le paradoxe, quoi. C'est ça, quand on a une tribune pour soi. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on sait le monde qu'il y a derrière, donc après, c'est de la pression positive, et c'est de l'envie. C'est vrai qu'en tant que perso, en tant que compétiteur, comme tout le monde ici, je pense, c'est du plus, et c'est ça qui nous donne encore plus envie de battre des records et faire de nous des champions. Combat, quand vous êtes en compétition,
Vous dites la même chose, vous êtes poussé par le public, mais quand vous allez aussi dans les clubs et quand on voit waouh, c'est la numéro 1 qui est là, qui démarque, est-ce que ça trompe pas un petit peu les relations? Est-ce que les yeux qui brillent dans le regard des autres, c'est justement c'est nuisible à terme pour vous? Comment vous voyez la chose? Non, c'est pas du tout nuisible, au contraire. Non. Pour moi, c'est vraiment une force. Oui. Et quelque chose, c'est quelque chose en fait qui m'accompagne parce que je sais que. Enfin, j'ai croisé surtout de petites filles et c'est ce qui me touche le plus parce que je vois pas énormément de jeunes filles en fait qui connaissent la lutte ou bien qui veulent essayer. Et la plupart du temps, même moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petite. Ouais. Quand j'étais petite, à mon club, il n'y avait pas forcément de garçons. Donc si c'était pas mes grands frères, j'aurais peut-être pas osé en fait finalement aller dans le club. Et là, quand je vois des jeunes filles qui me disent soit qu'elles veulent commencer la lutte parce qu'elles m'ont vu lutter ou qui veulent s'inspirer de moi, etc. C'est ce qui me motive aussi dans ma carrière sportive et dans l'objectif d'être championne olympique. Audrey, même question, championne du monde. Oui, aussi, je rejoins complètement Koumba. C'est ce qui fait vivre aussi les athlètes. On s'en rend pas compte quand on est focalisé sur sa performance et quand on prépare une échéance. Mais c'est vrai que quand on voit les yeux qui brillent des enfants, quand on les rencontre, quand on voit aussi les valeurs et les messages qu'on peut transmettre aussi en tant qu'athlète, c'est très très important et on ne se rend pas compte quand les athlètes interviennent dans des écoles par exemple, ce que l'on peut faire ressortir aux enfants et ça c'est très important. Et par rapport au spectacle, nous en lutte ça nous manque énormément justement. C'est tellement peu médiatisé que le sport-spectacle nous manque. Et nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un peu plus justement de spectacle du côté de la lutte, parce que c'est un sport qui est très impressionnant, qui est très beau à regarder. Et on peut faire quelque chose d'encore plus grand, mais effectivement, c'est ce qui nous manque, nous, par contre. Quand vous serez servi à la maison en 2024, alors pour les Jeux, Koumba. On espère. J'espère priori, que Koumba nous fera une belle démonstration. On va avoir du spectacle. Maxime, même question sur la fascination que vous pouvez effectivement produire quand vous allez dans les bassins sur la relation que vous avez avec des passionnés ou sans être forcément être avec des passionnés. Il n'y a pas très longtemps, je suis rentré donc, du coup, sur mon île, Oui. en Nouvelle-Calédonie, et je suis allé dans mon ancien club où ils avaient organisé un meeting où justement ils m'avaient invité. Et je ne me rendais pas compte à quel point il y avait autant de personnes qui me suivaient et autant d'enfants qui, justement avec les yeux qui brillent en me regardant et en essayant de vouloir faire la même chose. Et ça me rend super fier et c'est vrai que ça me donne beaucoup de force. Donc Ça donne de la force, on s'en rend pas compte et ça c'est la surprise. Avant cela, honnêtement, c'est la surprise. C'est vrai qu'à 16 000 km on peut pas s'en rendre compte effectivement. Oui. C'est ça. Oui. Mais et par contre sur la question sport-spectacle, moi personnellement, aux Jeux Olympiques par exemple, il n'y avait pas de public et ça m'a beaucoup manqué. D'accord. Beaucoup manqué dans le sens où je ne m'imaginais pas mon rêve olympique entre guillemets sans tout ce bruit, tout cet engouement autour. Du coup, ça m'a pas mal manqué, surtout sur ma finale en fait. J'arrive au bord du bassin, je mets mon pied sur le plot et là, c'était quand même bien silencieux. Et ça m'a fait bizarre parce que justement, j'avais eu l'expérience au championnat du monde un an avant où j'ai jamais entendu autant de bruit et ça fout les frissons. Et c'est ça qui, je trouve, qui donne de l'énergie et qui donne envie de tout casser, quoi. Mais c'est vrai qu'on convoque avec vous, on le voit au travers de vos réponses, que le spectacle est un véritable catalyseur et on le voit effectivement avec vos réponses diverses et variées. Vous, Tiffany, la fascination que vous pouvez procurer quand vous dites que voilà, vous faites du short track, vous êtes championne, que vous allez au championnat du monde dans 2 semaines, que vous étiez à des Olympiades il y a quelques semaines. Comment on gère tout cela? Alors oui, en 2021, on a été vice-championne du monde et championne d'Europe avec le relais. Et quand on est rentré en France, c'était incroyable. Tout le monde nous a sauté dessus pour nous demander des autographes. Non, pas du tout en fait, parce que personne connaît le short track. Non, c'est complètement passé à la trappe. Donc, généralement, quand je parle de ma discipline, je dis que je fais du short track et on me regarde, on me dit du quoi? Ouais. Et je dis du patinage de vitesse. Du coup, là, ils comprennent un peu. Et non, ça manque énormément. C'est un sport qui n'est pas du tout médiatisé en France. Et c'est vraiment un problème pour nous parce que justement, on n'a que 13 clubs de short track en France. Donc c'est peu. Et on est fiers
de pouvoir justement partager notre passion avec les peu de licenciés qu'on peut côtoyer. Ouais. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et ce public-là, comment il est? Parce qu'il est naturellement captif, il est passionné, il vous voit comme la championne, il vous voit comme Tiffany. Exactement, mais en même temps, on est les seuls. Ouais, bien sûr, non, on l'a compris, mais bon, ça n'empêche quand même que vous êtes arrivé à un niveau de carrière sur des compétitions internationales qui font que, médiatisés ou non, à un moment ou un autre, on suscite forcément. Non, bien sûr. Après, plus sérieusement, à l'étranger, justement, on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, nous, Français, et ça, c'est motivant et inspirant pour la suite. On aimerait que ce soit la même chose en France, justement, pour la discipline, pour qu'elle se développe. Et après, par contre, pour les Jeux Olympiques, on a énormément de monde qui viennent nous voir. C'est une discipline qui est prise d'assaut parce que le short track, c'est spectaculaire et vraiment, vraiment cool à regarder. Donc, généralement, les places sont en sold out des mois à l'avance pour venir voir le short track durant les Jeux d'hiver. Ouais. Guillaume, la question, avec vous, une particularité, c'est celle d'avoir une communauté, parce que c'est vraiment très communautaire. Il n'y a pas trop de stades. Ouais. Pardon ? Il n'y a pas trop de stades. Pas trop de stades, voilà. Mais vous êtes poussé par vos communautés sur les réseaux notamment, c'est cela ? C'est ça, en fait. C'est une communauté qui est beaucoup plus éclatée. Et donc, une fois qu'on finit quelque chose, ou quand on claque un record ou un truc comme ça, on a le plaisir d'être reconnu dans le métro pendant 2 jours. Puis après, tout le monde s'en fout. C'est un peu comme... non, mais après, on ne le fait pas non plus comme ça, pour ça. Donc, c'est une nécessité aussi de pouvoir aussi montrer le sport. Et ce qui est intéressant quand on fait les grandes traversées comme ça, c'est que... en général, avant, sur une période, on me contactait 1 à 2 fois par trimestre pour des gens qui se renseignaient pour faire du très très long, au-dessus de 500 km. Et après un record, en général, ça fait x3, x4 en termes d'intérêt. Donc ça donne de l'intérêt au sport et à la discipline. Et à chaque discipline a sa propre spécificité, mais de pouvoir montrer quelque chose. Alors, on fait un documentaire et du coup, c'est vu par plein de gens et il y a davantage de personnes qui s'y mettent. Et puis... et peut-être que ça génère des vocations, et c'est pas seulement un mec qui s'appelle Michel de 55 ans qui m'a reconnu dans le métro de la ligne 1. Et il y a des gens un peu plus nouveaux dans l'ultra trail qui viennent, et maintenant j'ai même des jeunes de 20-25 ans, ce qui est très très jeune pour la discipline, qui viennent pour se renseigner comment on fait pour traverser les Pyrénées en courant, quoi. Donc c'est ultra cool, et puis c'est une nécessité de montrer pour pouvoir développer les disciplines, et puis qui sait, un jour un mec aura peut-être une vocation d'aller chercher un truc, d'aller courir à travers l'Himalaya, quoi. On n'a pas évoqué votre double vie, puisque vous... Je suis comptable. Voilà, vous êtes comptable la semaine et vous trouvez le moyen de... Voilà, c'est ça. En gros, on bosse 50 heures par semaine, et ensuite, ça envoie les marathons le mardi soir au lieu de regarder les films, quoi. Et justement, vis-à-vis de vos collègues, est-ce qu'ils sont assez réceptifs à la personne que vous êtes en dehors de l'entreprise ? Est-ce qu'ils voient effectivement le J'essaye de ne pas évoquer le sujet directement. Ah oui, carrément, d'accord. Donc il y en a qui ignorent effectivement... non, ils n'ignorent pas, mais quand tu es passionné par quelque chose et c'est toujours toi qui ramènes le sujet, tu deviens très vite gonflant. Donc il faut être conscient un peu de ce qu'on fait. Mais je me suis déjà fait un petit peu charrier par des collègues parce que j'avais couru que 80 km ce week-end. Donc... c'est plutôt rigolo. Non, en vrai, c'est bonne ambiance. Et puis aussi, comme c'est un tracking, par exemple, sur 40 jours, il y avait un écran géant dans les salles de pause, et il y avait le tracking live pendant 40 jours dans la boîte. Et les gens y suivaient tous les matins si j'étais encore en train de bouger. Vous êtes identifié et soutenu quand même. Donc identifié et soutenu, mais voilà, ça reste aussi... on va pas trop saouler les gens avec ce qu'on fait en dehors. Parce que un peu de fierté, parce que vous appartenez à une entreprise, et donc les collaborateurs vos collègues sont un petit peu derrière vous pour ça. On se dit, c'est le mec de mon entreprise qui fait cet exploit-là. C'est un petit peu perçu de cette façon-là, ou ouais, c'est plutôt quand ils voient un article dans l'équipe, ah ouais, je le connais, ce fou-là, je le connais. Donc c'est plutôt cool. Mais voilà, après ça casse pas trop pattes à un canard non plus. Il faut redescendre sur terre. Mais ça permet de médiatiser, ça permet surtout de montrer un peu ce qu'on fait, et puis partager un peu des paysages, et puis les records, c'est quand même vachement cool. Bah oui, bien sûr, et puis les records sont faits encore une fois pour être battus, on le dit toujours, on ne répétera jamais assez. Dernière question pour effectivement synthétiser un petit peu ce qu'on a réussi à se dire sur le sport est-il une vocation ou non chez vous, la tyrannie de la performance, aller chercher des records, la technologie, le dopage technologique, la fascination, le sport spectacle. Si on devrait effectivement adresser un message à celles et ceux qui sont ici, qui nous suivent, et à celles et ceux qui nous suivront également grâce au replay disponible
disponible sur YouTube, le message que vous pouvez faire passer sur le sport en général et sur tous les éléments qu'on vient d'évoquer, en épousant une forme de synthèse. Je commence avec vous, Sofiane. Quel message quand on parle de sport, quand on parle d'athlète, quand on parle de préparation, quand on parle aussi, bien sûr, et on l'évoquait en table ronde numéro 1, de sacrifice, de beaucoup de contraintes également. Quel est le message que vous voulez dire quand on vous voit en tant que boxeur, mais aussi en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que personne finalement? C'est vrai que ce que j'ai à dire, c'est faut pas voir généralement quand on est dans la lumière. C'est vrai qu'il y a plein de sacrifices, plein de choses qui sont faites en amont. Et justement, il y a les Jeux Olympiques pour nous, en tout cas de haut niveau, qui nous mettent vers la lumière. C'est vrai que le sport, on va dire, ça fait du bien déjà à soi-même, mais ce qui est fou, c'est que ça fait du bien autour de soi. Donc voilà, ce que je suis à dire, c'est que je sais pas. Mais on le fait avant tout pour soi et pour effectivement, en l'occurrence vous là, pour écrire un petit peu l'histoire de votre sport également. Guillaume, même question sur cette synthèse qu'on va avoir sur ces échanges que l'on a eus. Peut-être je pourrais peut-être vous demander d'ailleurs, vous avez un prochain défi en tête? Je suis assez chaud pour Saint-Jacques-de-Compostelle, les 1600 km de Saint-Jacques-de-Compostelle en moins de 10 jours. D'accord, en moins de 10 jours. Ouais. Très bien, c'est pour quand? 2022, c'est un peu compliqué puisque j'ai une clavicule de pété parce que je faisais un 3000 km à vélo, mais une sombre histoire. Mais du coup, donc 2023, et puis ensuite il y aura l'Appalachian Trail, Sentier des Appalaches, 4000 bornes, 5000 bornes. Saint-Jacques-de-Compostelle en moins de 10 jours parce que le record est à plus de 10 jours, c'est cela? Je sais pas exactement combien est le record, mais j'avais envie de le faire en 10 jours, du coup 10 jours. D'accord, très bien. Mais c'est en dessous du record, ouais. Deux jours, je pense. Pardon? Je suis pas sûr. Je pense que le record est en 12. 2 jours, d'accord. Mais je pense que 10 jours, c'est faisable. On vous souhaite tout le bonheur du monde sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Makis, sur finalement l'espèce d'équipe qu'on doit avoir entre la volonté de la performance, la tyrannie des records. Oui, il y a un terme qu'on n'a pas abordé de manière très explicite, c'est le plaisir. Parce qu'on fait toujours les choses mieux quand il y a du plaisir, mais finalement, il y a plusieurs formes de plaisir. Il n'y a pas que le plaisir de taper dans une balle, il y a aussi le plaisir de préparer son matériel, d'arriver à la fin, à ses fins. Mais il y a aussi le plaisir parfois de souffrir, parce qu'un plaisir décalé, je vais investir, je vais faire des choses que j'aime pas faire justement pour sortir de ma zone de confort et récolter les fruits 1, 2, 3 mois plus tard. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais je pense qu'on fait toujours mieux les choses quand il y a du plaisir et à la fin, il faut que ça reste un jeu. Il faut activer notre partie aussi infantile tout en étant adulte et se servant au mieux de ce que la vie peut nous donner pour s'épanouir et grandir. Le plaisir de se dépasser, d'aller chercher un titre, c'est peut-être le programme qui vous attend, Tiffany, dans 2 semaines à Montréal? Oui, exactement. Le plaisir, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Et puis je pense que le sport, ça nous révèle en tant que personne, vraiment. On a tendance à dire que ça révèle le caractère. Moi, je suis d'accord avec ça. Et je pense que c'est important. D'ailleurs, si vous cherchez un sport, je connais un sport assez incroyable. C'est du short track, du patinage de vitesse. C'est une vie en accéléré serré, c'est ce qu'on se disait en table ronde numéro 1, effectivement, c'est être capable de se connaître encore plus avec des expériences qui sont tellement à l'opposé de ce qu'on vit quand on est dans une forme de quotidien un peu plus différente que la vôtre. Maxime, la natation, sprinter, 47 secondes à Budapest, ça c'est fait. Le plaisir, le dépassement, parler effectivement aussi de la technologie, une forme de synthèse sur ce qu'on a pu se dire, et sur le message que vous voudriez surtout faire passer à celles et ceux qui nous suivent. Surtout, j'ai eu l'occasion de faire passer ce message qui est pour moi hyper important aux jeunes et même à tout le monde, parce que ça peut concerner tout le monde, mais c'est quand on s'investit dans quelque chose qu'on aime, faut y aller à fond, faut sauter le pas et rien lâcher. Enfin, surtout, c'est ce que j'ai à dire. On va continuer avec Audrey. Audrey, sur forcément votre rôle d'ambassadrice, vous représentez le sport en Ile-de-France. J'imagine que les valeurs du sport, la transmission, au travers de tout ce qu'on s'est dit, dites-nous un petit peu, c'est sûr que c'est important, mais comment est-ce qu'on doit voir les athlètes aussi, parce que on le disait avec Sofiane, c'est pas que des athlètes, c'est aussi des êtres sensibles.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. En tant qu'ambassadrice, c'est vrai que les messages qui sont surtout transmis aux jeunes et aux enfants, mais aussi aux parents, parce que je rejoins complètement, c'est un message qu'on veut faire passer à tout le monde. Le sport, c'est un levier. Le sport, ça permet, ça fédère. On a bientôt les Jeux Olympiques quand même chez nous à Paris, ça va être juste un spectacle qui va être grandiose. Et tout ce que nous, on a vécu en tant qu'athlète quand on a fait les Jeux Olympiques, et ben, tous ces jeunes, tous ces parents vont pouvoir le vivre en fait avec nous à nos côtés. Et c'est juste magique parce qu'il faut le vivre, il faut le faire. Et je rejoins complètement tous mes collègues. C'est aussi un rêve, c'est une passion. Et le sport nous permet de réaliser ça. Et quand on a une passion, quand on a un rêve, il faut tout faire pour le réaliser. Et le sport, ça permet de nous révéler, effectivement. Et quel spectacle, hein. En 2024, on parlait du sport-spectacle, et je pense qu'on est aussi peut-être aussi français fidèle à cette réputation d'innover avec des jeux qui vont être très différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça va être incroyable, ne serait-ce que cette cérémonie d'ouverture sur la scène, de voir ces sites aussi qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut voir. On va avoir du sport-spectacle et ça sera chez nous, à Paris, mais pas que, ça sera dans toute la France. Koumba, vous êtes très très positif par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on s'est dit. Et c'est comme ça que vous allez continuer de voir un petit peu votre discipline, votre carrière. C'est cela ? Moi, ce que je pense qu'il est important de dire pour conclure, c'est que le sport, c'est super beau, mais c'est aussi super dur en fait. Et je pense que ce qui est très très important, c'est de se rendre compte de la charge mentale vraiment qu'il y a dans le domaine du sport. Et moi, une des choses qui me motive, et c'est pour ça que je suis si positive par rapport à ça, c'est vraiment le fait de pouvoir transmettre et de pouvoir inspirer des gens et de pouvoir voir que certaines personnes s'identifient à moi, alors que je suis consciente quand même que par exemple, j'ai eu une carrière en dents de scie. J'ai fait vice-championne du monde, mais ensuite je me suis blessée, j'ai plus fait de résultats pendant 2-3 ans. Puis j'ai fait championne d'Europe, mais j'ai perdu au jeu. Voilà, la lutte et le sport en général, c'est vraiment comme la vie en général. Et je pense que c'est après toutes ces épreuves-là que du coup mes résultats derrière, ils sont beaucoup plus beaux parce que j'ai eu cette difficulté avant, mais ne jamais négliger la charge mentale. Très Merci Koumba. On parle de transmission, ça tombe bien puisque Sébastien depuis 2002 il est vraiment dans la transmission, je vous rappelle, avec ce programme des sports, avec 2024, effectivement il se passe beaucoup de choses, j'imagine, du côté des étoiles du sport. Oui, il se passe beaucoup de choses du côté des étoiles du sport. J'insiste effectivement sur la dimension de transmission, puisque une expérience, si elle n'est pas transmise, elle est perdue. Et ces athlètes, ils vont avoir une période qui est finalement très courte pour ultra performer. Donc déjà, je ferai quand même la distinction entre le sport et tous les bienfaits qui sont géniaux, que tout le monde connaît, donc on ne va pas revenir là-dessus, et le sport de très haut niveau, donc ce qu'incarnent tous ces athlètes. Être champion, même si on fait du short track, c'est un métier. C'est un métier parce que il faut s'engager physiquement, techniquement, mentalement. Il faut avoir un accompagnement en nutrition. Il faut anticiper sa reconversion. Il faut, pour faire connaître son sport, avoir une petite notion de communication digitale. Il faut peut-être qu'un jour elle va signer des contrats. Et ça, c'est un vrai métier. Donc c'est extrêmement compliqué. Maintenant, ce chemin, il est magnifique. Il ne faut pas oublier pourquoi on s'est engagé dans ce parcours de champion. Donc ça va être un révélateur absolument incroyable parce que on va pouvoir mesurer réellement son caractère, sa capacité à se remettre en question, à se relever d'un échec, puisque même les plus grands, finalement, ils perdent plus qu'ils ne gagnent. Donc, et malgré des titres, donc tout ça est extrêmement intéressant, en faisant quand même attention à toute la dimension santé mentale qui est à l'ordre du jour en ce moment, et tant mieux qu'on en parle, parce que ça a été évoqué, c'est quotidiennement, tous les jours. Donc il faut vraiment se rappeler pourquoi on fait ça et quel est le plaisir qu'on y trouve. Parce que pour le Kidam, et là je ne suis pas certain que tout le monde soit en capacité de le mesurer, c'est tous les jours se remettre en question, se remettre en danger. Donc s'il n'y a pas une flamme qui anime au départ, c'est un parcours qui peut être un peu dangereux, mais par contre qui est particulièrement riche, et notamment si on a une qualité, la curiosité et l'écoute de tous les autres athlètes qui sont passés par là. Donc soyez curieux
Et voilà. C'est ce qui fait la richesse d'une carrière et aussi assurément d'une vie pour ceux qui ne sont pas forcément sportifs de haut niveau. On n'a pas parlé de la fatigue, effectivement, mais on a parlé lors de la table ronde numéro 1 et puis on était nombreux. Mais on imagine et on connaît aussi le quotidien, bien sûr, de sportifs de haut niveau qui font face. Et on l'a vu, l'actualité nous a rattrapé avec le tennis, effectivement, mais pas que le tennis et d'autres sports concernés. Merci infiniment à tous nos invités. On va pouvoir prolonger les discussions avec celles et ceux qui le souhaitent, bien sûr, de par leur présence. C'est la fête du sport et naturellement, des grands sportifs et des experts de haut niveau sont avec nous. Merci à Guillaume Artus, merci à Audrey Prieto, merci à Koumba Larocque, merci à Sébastien Foucras, merci à Maxime Grousset, merci également à Soufiane Oumia, merci à Tiffany Yu et merci à Makis Chamalidis. On vous souhaite une excellente soirée pour celles et ceux qui sont avec nous ici.